Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. L'accueil, merci beaucoup. Moi, avant de commencer, je voudrais déjà féliciter et remercier Julien Perron d'avoir permis que nous soyons ensemble aujourd'hui, d'organiser Ah, mais c'est là. Je l'avais pas vu. Bravo, la qualité d'organisation, je suis bluffée. Et puis, grâce à toi, on va pouvoir échanger sur tout ce qui nous permet d'être plus heureux, d'apprivoiser le bonheur et d'en faire quelque chose de constructif. Donc, merci beaucoup. Et donc, moi, j'ai choisi, dans ce congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» d'aller vers la connaissance de soi et vers la joie, puisque la joie est une de nos émotions. Donc, on va commencer tout de suite, parce que j'ai plein de choses à vous dire sur les émotions pour que vous puissiez les comprendre, les gérer le mieux que vous pouvez. Alors, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Au secours. Alors, est-ce que tu peux J'espère qu'il y a encore des pieds dans la lavette. Là, je vous assure, c'est pas un fake. Hein. Voilà. Si, c'est bien le bouton vert, on est d'accord. Hein. Je ne me suis pas trompée de bouton, c'est le bouton vert. Hop. Voilà, alors j'espère que j'aurai une aussi bonne énergie. On arrête avec les boutons, comment on fait alors du coup pour avancer ? Hein ? Elle va appuyer sur le bouton. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire ça comme ça, si vous allez appuyer, elle peut faire la bonne place. On va faire comme ça, alors ? Ça marche. Bon, on va... Slide suivant, alors. Je vais tenter de vous préciser, mais c'est pas très bon. Ça va être compliqué, Ça marche. Voilà. Allez. Donc, on peut y aller. Donc, on m'a déjà présenté. Donc, je voulais dire qui j'étais. Donc, ça, on va pouvoir passer vite. Ce qui est important à ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que je suis formée à la PNL, à l'analyse transactionnelle et à l'hypnose ericksonienne. Et on peut changer de slide. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire en premier, c'est pourquoi j'ai choisi de proposer à Julien la gestion des émotions. Parce que on avait un peu chipoté sur décidément, on avait un peu chipoté sur le terme gestion des émotions, parce que gérer, ça fait très entreprise. Et en fait, je ne trouve pas de mot qui explique mieux la gestion des émotions, les comprendre, les apprivoiser, les accueillir, les écouter. C'est un peu long dans le titre, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot gestion. Souvent, quand on dit gérer ses émotions, pour la plupart des gens, ça veut dire les comprimer, ne plus les ressentir, tout bloquer, faire poker face, ne pas montrer qu'on est triste, ne pas montrer qu'on est en colère, se contenir, etc. Et à ce titre, la France détient le record mondial de consommation d'antidépresseurs.
c'est vous dire à quel point on n'est pas OK avec nos émotions et à quel point ça valait le coup d'en parler aujourd'hui. Alors peut-être vous me direz, en Russie, ils sont recordman mondial de consommation de vodka, ou en Irlande, ils sont recordman de consommation de whisky. Nous, c'est les antidépresseurs. Mais je pense que nous, les Français, on revient effectivement d'assez loin quand même au niveau de la gestion des émotions. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de cesser d'avoir honte d'avoir des émotions. Déjà, on va voir pourquoi on nous a tellement fait honte quand on était petit, comprendre leur fonctionnement. Et pour comprendre leur fonctionnement, il faut recommencer au début. Donc, quand nous arrivons sur Terre, nous disposons de 4 émotions naturelles. Celles-là, personne ne nous les apprend, nous les amenons avec nous sur Terre quand nous naissons, c'est pour ça que je vous ai mis une petite cigogne. Et ces 4 émotions, c'est vraiment l'équipement de base. La joie, la colère, la tristesse et la peur. Ce sont vraiment les 4 émotions que tous les humains ressentent en arrivant sur Terre, ou peuvent ressentir en arrivant sur Terre. Donc on va commencer par la joie. Si ces 4 émotions sont là, c'est qu'elles ont toutes une utilité, sinon on ne les aurait pas, bien d'accord. Et chaque émotion ayant son utilité, on va commencer par l'utilité de la joie. La joie, c'est, je l'ai mis dans l'autre sens, mais je vais le reprendre dans mon sens à moi. La joie, c'est avant tout la santé. Ça a été maintenant étudié, les gens joyeux vivent plus vieux, cicatrisent mieux, luttent mieux contre les maladies. La joie fait vraiment partie de notre processus de guérison. Donc, c'est pour ça que c'était bien de venir ici apprendre à gérer le bonheur et à apprendre à s'emplir de joie, parce que votre santé va en être immédiatement améliorée. La joie, c'est aussi la motivation. Tout ce que j'entreprends dans une énergie de joie est de bien meilleure qualité que ce que j'entreprends sous la contrainte. Donc si par exemple je tombe amoureuse d'un Chinois, ma capacité à parler chinois, ça va aller très 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 vite. Je vais faire des progrès merveilleux. Et donc la joie, c'est ça, c'est un vrai moteur, c'est de la croissance. Quand on est dans la joie, on a envie d'apprendre, de découvrir. C'est vraiment un énorme élan vers l'avant. Donc l'apprentissage est aussi de meilleure qualité. Donc vraiment, la joie, c'est quelque chose qui est indispensable. Et c'est pour ça qu'on l'a mis avec nous en venant sur Terre. La colère, c'est mal aimé. Et surtout, je voudrais vous amener à vous méfier de certaines façons de la voir dans le développement personnel. Où la colère, c'est que tu n'es pas illuminé, c'est que tu n'as pas tout réglé, gna gna, etc. Moi, ça m'énerve, parce que la colère, c'est ce qui me permet de me défendre, c'est ce qui me permet de chasser les intrus, de poser mes limites, de faire respecter mon territoire, mon intégrité, mes valeurs, territoire mental ou physique. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit volcan, parce que pour moi, la colère, c'est comme un volcan intérieur qui se met à gronder et qui dégage les pentes. La colère, c'est je ne vous permets pas. Comment osez-vous? Il n'est plus question que à partir de maintenant, boum, 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 ici c'est chez moi, et vous, tout le monde dehors. Comment je peux vivre sans colère et sans me faire envahir? Et comment je peux me faire respecter si je ne peux pas me mettre en colère? Vous voyez, moi je suis là pour réhabiliter la colère. Parce que c'est une... Après, je vous expliquerai comment la gérer, parce que le but, c'est pas non plus... Mais la colère, je suis là pour la réhabiliter. Ensuite, nous avons la tristesse. La tristesse, ça sert à être disponible pour le nouveau. La tristesse, c'est le processus de deuil, c'est un processus d'archivage, et à chaque fois que nous finissons un cycle, il est naturel d'être triste à la fin du cycle. Alors, ça peut être des toutes petites tristesses. Vous avez tous entendu parler du blues du dimanche soir. J'ai passé un super week-end. Lundi, je retourne travailler. Dimanche soir, j'ai le blues. Je suis en train d'archiver mon week-end. Donc, des deuils, il y en a des petits, il y en a des plus gros. À chaque fois qu'on a un changement de vie, par exemple le déménagement, les enfants qui quittent la maison, ou le petit qui quitte la maternelle et qui rentre en CP, tout ça, on appelle ça des petites morts. Dès qu'il y a un cycle qui se termine, je ressens de la tristesse.
Donc maintenant, quand vous serez triste, vous penserez à moi et vous direz, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'archiver? Quel pan de vie est en train de se terminer que je suis en train de mettre de côté? Il ne faut pas confondre la tristesse, les regrets et la dépression. La tristesse, je viens de vous le dire, c'est vraiment le fait d'archiver. Les regrets, c'est pas bon, il faut arrêter avec les regrets. Et la dépression, c'est juste une perte de joie. Ça n'a rien à voir. La dépression, c'est une perte de motivation, c'est du roue libre, si vous voulez. En dépression, on est en roue libre. On peut être triste sans être déprimé. Et ce que je voudrais surtout que vous compreniez, c'est que la tristesse et la joie fonctionnent en synergie comme une respiration. Je m'ouvre à un grand moment de joie, il se termine, je l'archive en étant triste, puis ça me permet de me réouvrir à un grand moment de joie qui se referme au moment où, dans la tristesse, au moment où il se termine. Comprenez bien que je ne peux être triste que pour ce qui m'a donné de la joie. On est d'accord ? Si mon week-end a été tout pourri, je n'aurai pas le blues du dimanche soir. Donc, accueillez maintenant vos tristesses en disant « cette tristesse immense qui m'envahit est à la hauteur de la joie que j'ai eue de connaître cette personne, de vivre ce moment, etc. » Et je suis en processus d'archivage. Donc, c'est vraiment important de l'accueillir comme ça et de se mettre d'accord avec sa tristesse et de s'autoriser à pleurer, à avoir ce moment vraiment où tout s'archive. Hein. Alors, méfiez-vous d'un truc aussi, la tristesse, c'est de l'archivage antéchronologique. Je vous explique. J'ai décidé de rompre, ma colère a dégagé le terrain, fous le camp, rentre chez ta mère et tout. Voilà, j'ai dégagé le terrain. Une fois que j'ai dégagé le terrain, je vais enclencher mon processus de deuil puisque je viens de mettre fin à la relation. Donc la tristesse va monter progressivement, parce qu'au début, je me rappelais tous les trucs des derniers temps, et ses chaussettes qui traînent, et ses potes, et tout ce qui n'était pas attentionné et machin. Et puis au fur et à mesure que j'archive, je vais finir en archivant les premiers moments où il était chou mignon, où à l'époque, ça se passait tellement bien. Et donc ma tristesse va devenir extrêmement intense. Si je confonds tristesse et regret, je le rappelle, je dis « allez, tu peux rentrer » et on est reparti pour un tour. Donc faites bien attention à ça. Quand on archive de façon antéchronologique, le plus récent d'abord et le plus ancien. Et comme on a une mémoire sélective, le plus ancien souvent est très chargé émotionnellement de trucs positifs. Voilà, la peur. La peur saine et naturelle nous signale un danger, un vrai danger, un danger identifié. Hein ? Donc, dans ce cas-là, si le danger est identifié, la peur m'incite à me protéger. C'est aussi simple que ça. J'ai peur, où est le danger, comment m'en protéger? Ça, c'est la peur saine et naturelle, d'accord? Ou bien, la peur me signale une nouveauté. Et quand la peur me signale une nouveauté, eh bien, le plus simple, c'est de s'informer. Plus je suis informée sur une nouveauté, plus je vais pouvoir la maîtriser. Donc, par exemple, je dois passer un entretien d'embauche et j'ai peur, c'est une nouveauté, puis il peut y avoir aussi des enjeux un peu chargés pour la suite. Plus je suis renseignée sur l'entreprise, mieux je me suis préparée à l'entretien d'embauche. Si éventuellement je suis allée faire un tour en voiture pour chronométrer, voir comment on peut se garer, si j'ai eu accès à l'organigramme, aux valeurs de l'entreprise, etc., plus je suis informée sur la nouveauté qui m'attend, mieux je vais la gérer. C'est aussi bête que ça. Donc quand vous ressentez une peur saine et naturelle, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a une nouveauté? Oui, cette nouveauté, il faut que je l'apprivoise. Donc par exemple, je vais me faire opérer. Plus j'ai compris qui était chirurgien, comment ça va se passer, les suites opératoires, plus je vais être tranquille pour passer cette opération. Si j'y vais en sachant rien du tout, je vais être très très angoissée. Ça, c'était à la base. Je vous dis, c'est les peurs saines et naturelles que nous arrivons avec nous. Vont venir se superposer plein de peurs subjectives au fur et à mesure que je vais grandir. Peur de fâcher maman, peur de déplaire, peur de vexer, etc. Sachez que toutes ces peurs subjectives et irrationnelles n'ont pas d'autre but que de vous manipuler. C'est intéressant de le savoir. Donc je vous invite, parce qu'on n'aura pas le temps ici aujourd'hui, vous allez sur ma chaîne YouTube.
Il y a une conférence qui s'appelle « Pour en finir avec la peur qui fait peur ». Et vous aurez un espace pour traiter vos peurs irrationnelles et vous en débarrasser, de façon à retrouver une gestion de la peur saine et objective, naturelle, danger, nouveauté, point barre, et tout le reste, je mets à la poubelle. J'en ai marre de passer ma vie à avoir peur de trucs qui n'ont pas de raison d'être. Et puis après, vous l'avez vu, les gouvernements et les médias sont des marchands de peur. Les assureurs sont des marchands de peur. Donc il faut faire très attention à tout ça. Qui veut que j'ai peur? Pourquoi? Pour me manipuler. C'est toujours la même idée. Et donc, vous voyez que quand on arrive sur Terre, on est super bien équipé. On a la joie comme moteur, qui nous donne envie d'avancer. La colère, c'est l'accélérateur pour faire grandir le moteur. La tristesse, c'est l'embrayage quand il faut changer de régime. Et la peur, c'est la pédale de frein. Au départ, je voulais vous mettre juste une photo de petite voiture à côté. Et puis ça, c'est la photo du volant de ma nouvelle voiture. Et on m'a fait remarquer le volant, il avait l'air de se marrer, en fait. Voilà. Et on m'a même dit, on dirait la vache qui rit. Donc j'ai dit, bon, il sera complètement adéquat pour aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai qu'avec sa bouille réjouie, ma voiture bien équipée, joyeuse, qui a tout ce qu'il faut pour avancer. Donc jusque-là, tout va bien. Je suis arrivée sur Terre, mes 4 émotions, chacune son utilité. Les gars, elle est parlante, ma métaphore, quand même, franchement. Donc je suis bien équipée, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Et normalement, ça devrait rester comme ça. Mais c'est sans compter, sans l'éducation des émotions. Je vais apprendre à mes dépens de manière très cuisante qu'il y a des émotions interdites et des émotions autorisées. Je vous explique. Je suis une petite fille de 2 ans et demi. Je suis dans le bac à sable en train de jouer avec ma pelle, mon seau, mon râteau. Je m'amuse comme une petite folle et tout va bien. Je suis dans la joie de vivre. Qu'est-ce que c'est intéressant, le sable, et vraiment, on est bien ici. Sauf que dans le bac à sable, il y a un petit intrus qui commence à ramper vers moi et qui louche avec concupiscence sur mon seau. Moi, petite fille saine et naturelle, j'ai repéré la menace d'intrusion sur mon territoire. C'est mon seau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enclencher le stade 1 de la colère. Je vais durcir mon regard. Je vais faire des yeux noirs, mais noirs. Vous avez vu comment les enfants ils le font bien. Les gros yeux noirs, très noirs, pour lui faire bien peur que tu n'approches pas, etc. Si le petit intrus continue à ramper et qu'il n'a pas entendu cette première sommation, je vais passer au stade 2 de la colère, je vais pousser des cris d'intimidation bien forts pour lui faire bien peur. C'est le deuxième stade, je vais commencer à crier. Si, malgré le fait que j'ai fait les gros yeux et que j'ai crié, il met sa main sur mon seau, je vais passer au stade 3 de la colère, il va se prendre un coup de pelle sur le museau. Normal. Je suis une petite fille saine, naturelle, je défends mon territoire, tout va bien. Sauf qu'à côté du bac à sable, il y a 2 mamans. Alors, que la maman de l'intrus se rue pour le consoler, c'est de bonne guerre, il vient de découvrir une émotion dont on parlera tout à l'heure, la frustration, il a besoin de réconfort, tout va bien. Mais ma mère à moi se précipite sur moi, elle me gronde, vilaine, méchante, prêtez tes affaires, prêtez mes affaires à 2 ans et demi. Prêter mes affaires à 2 ans et demi, mais ça ne va pas la tête. Méchante, t'as fait du mal au petit garçon. Bah ouais, mais il m'a cherché, je ne comprends pas tout. Et donc, ce qui va se passer, c'est que va monter en moi la honte et la culpabilité, 2 émotions de socialisation que je ne connaissais pas et qui sont profondément douloureuses. La honte, c'est la déshumanisation. Quand on me fait honte, on me dit « tu ne te comportes pas comme un humain ». Et donc, si je suis mise au banc de la société des humains, je suis en danger de mort. Donc, la honte, c'est quelque chose de terrible. Autrefois, au Moyen-Âge, on organisait des charivaris. Les gens qu'on estimait ne pas être dans les comportements acceptés par la société étaient bousculés, humiliés, etc., jusqu'à ce qu'ils se calment et qu'ils reviennent dans le rang. La honte, c'est quelque chose de terrible. Et la culpabilité, c'est la sensation interne d'avoir fait quelque chose de mal. Vous voyez la différence entre les deux? La honte, c'est plutôt extérieur, le regard des autres, où je perds l'approbation, où je risque l'exclusion. Et la culpabilité, c'est l'impression qu'il faut que je réajuste des trucs en moi parce que
ça ne va pas ce que je fais. Voilà. Sale journée au bac à sable aujourd'hui. Hein. Voilà. La prochaine fois au bac à sable, même configuration, je suis à nouveau en train de jouer en disant finalement il y a quand même des bons moments dans ce bac à sable. Arrive un nouvel intrus. Moi, petite fille, déjà plus si saine, plus naturelle, mais ayant bien intégré le fait que la honte et la culpabilité posent problème, je ne vais pas défendre mon territoire. J'ai mis la colère de côté. Elle m'attire que des ennuis, ma colère. Donc je mets la colère de côté. Donc je ne défends pas mon seau. Je me fais piquer mon seau par le petit intrus. Et comme je me suis fait piquer mon seau, j'enclenche le deuil. Je dois faire le deuil de mon seau, donc je pleure. C'est logique. Je suis toujours une petite fille saine et naturelle. Je n'ai pas pu défendre mon territoire. Et je pleure dans le bac à sable. Et là, les choses s'inversent. Les deux mamans se ruent à nouveau dans le bac à sable. Le petit intrus se fait gronder. Regarde, vilain, tu as fait pleurer la petite fille. Ma maman me console. Ma chérie, t'inquiète pas, le voilà ton seau. Et là, moi, petite fille futée, j'ai compris que ce que je ne pouvais pas faire avec ma colère, je le ferais avec mes larmes. Aussi simple que ça. Donc l'émotion interdite de colère est niée et refoulée. L'émotion autorisée, je vais l'utiliser, mais de manière inadéquate. Ça n'a pas de sens de régler, de défendre son territoire avec des larmes, mais bon, c'est tout ce que j'ai à ma disposition, donc je vais faire comme ça. On peut prendre un autre exemple. Petit garçon de 6 ans dans la cour de récréation. Hier soir, il a perdu son chien qui est mort, et c'était son compagnon, il dormait avec lui, et c'était tellement merveilleux. Et il est triste, hein, et la tristesse est à la hauteur du bonheur qu'il avait d'avoir ce chien dans sa vie. Donc il a beaucoup de mal à retenir ses larmes à l'école, le petit garçon pleure, et tout le monde se moque de lui, ou la fille, ou la fille, ou la fille. Donc au bout d'un moment, il est obligé de défendre son territoire, donc il se met en colère, et là, tous les rires s'arrêtent. De la même façon, le petit garçon, il a compris. Il va nier, refouler ses tristesses, et il va les remplacer par de la colère parce que ça le fait respecter. Et c'est comme ça que souvent les hommes se retrouvent à avoir ce qu'on dit le chagrin mauvais, à être agressifs dans des situations où ils essayent de dealer avec un chagrin qu'ils n'ont pas le droit de ressentir. Et de la même façon, ce petit garçon, évidemment, a ressenti de la honte et de la culpabilité quand on se moquait de lui. C'est ça l'éducation des émotions que nous avons ressenties. L'éducation des émotions, nous l'avons tous subie. Elle consiste à nous dire telle émotion, c'est ok, tu peux la ressentir, telle émotion, elle n'est pas ok, tu ne peux pas la ressentir. Alors que, vous avez vu, j'ai un moteur, j'ai des freins, j'ai tout ce qui va bien. Non, coupe les freins, bride le moteur, c'est terrible. Alors, cette éducation, elle a 3 niveaux. Elle est sociétale. La société déteste les émotions, de toute façon. Si vous êtes en colère, vous êtes agressif. Si vous avez peur, vous êtes un anxieux. Si vous êtes triste, vous êtes dépressif. Et si vous êtes joyeux, vous êtes bien immature et irresponsable de rire dans ces tristes circonstances, parce que quand même, la vie, c'est pas rigolo. Voilà. Donc pour la société, alors la société récupère du coup le droit aux émotions en nous organisant des occasions festives, les fêtes de Bayonne, un match de foot. Là, tu peux te lâcher dans cet espace très circoncis dans lequel tes émotions seront les bienvenues, mais le reste du temps, pas d'émotions dans la société. L'éducation des émotions, elle est aussi sexiste, j'y reviendrai juste après, et familiale. Chaque famille a une façon de gérer ses émotions qui lui est propre. Dans certaines familles, ce n'est pas un mot plus haut que l'autre. Le mantra de la famille, c'est « chut ». Et puis, il y a des familles où on est plus coloré, où on peut crier, où on peut pleurer, rire, etc. Ça dépend aussi, le degré d'expression des émotions et quelles émotions sont autorisées. Si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a décidé qu'une des 4 émotions était son émotion à elle, qu'il avait le monopole de cette émotion, plus personne ne peut la ressentir. Par exemple, si vous avez un dépressif dans la famille, vous n'avez plus le droit d'être triste. C'est à savoir. Si vous avez eu un dépressif dans votre famille, la tristesse vous était inaccessible. Si vous avez un colérique dans votre famille, vous n'avez plus le droit de vous mettre en colère, c'est son émotion monopole à lui. Si vous avez quelqu'un d'anxieux, c'est pareil, vous n'avez plus le droit d'avoir peur parce que vous allez faire peur à la personne avec vos peurs. Et je peux vous dire qu'un anxieux dans une famille, il a le contrôle absolu. Tu m'appelles quand tu arrives, Et puis, surtout, tu me dis où t'es, comme ça je ne m'inquiète pas.
Et ça s'appelle du racket en analyse fonctionnelle. Avec ce racket à la peur, je peux avoir un contrôle absolu de vous, de vos émotions. Mon mari rentre avec 10 minutes de retard, je suis effondrée en larmes, j'ai déjà appelé le commissariat, l'hôpital, etc. Ben, la prochaine fois, il me préviendra quand il sera en retard. Et moi, je saurai toujours où il est. Voilà. Alors, comment on éduque les émotions? On en a parlé, je fais honte à la personne, je lui dis que ça n'est pas normal qu'elle ressente cette émotion. Le déni, tu n'as pas de raison de ressentir cette émotion, il n'y a aucune raison de se mettre en colère pour si peu, mais non, tu n'as pas de raison d'être triste. La culpabilisation, ah ben voilà, avec tout ce que je fais pour toi, voilà comment je suis remerciée. Hein. La menace, si tu continues à pleurer, tu vas pleurer pour quelque chose, nous l'avons tous entendu. La requalification, je vais revenir au pansement après, la requalification, oh cet enfant est fatigué. Hein, voilà. Donc j'ai eu comme ça en séance une dame qui était médecin et qui était à la limite narcoleptique en fait. Donc elle disait, elle avait des coups de barre monstrueux, rien, aucune raison, elle fait ses analyses sanguines, elle manquait de rien, que dalle. Et elle avait des coups de barre terribles et nous avons pu retrouver ensemble qu'à chaque fois qu'elle se mettait en colère, on lui disait « Oh, cette petite est fatiguée, et pouf, au lit ». Donc elle était restée dans ce mécanisme-là et on a pu revérifier ces coups de barre correspondaient exactement à des moments où elle aurait dû se mettre en colère. Voilà. Et le pansement, c'est pourquoi je vous ai mis cette photo, ne pleure plus, maman va t'acheter une glace. C'est le pansement, hein. Allez, je vais t'offrir quelque chose, etc. Mon coup de genou dans le dos. Vous connaissez. Donc j'attends un peu, je dis le gars il va s'installer. Au bout d'un moment, je vois qu'il ne s'installe pas. Alors je passe la main entre la cloison et le siège. Et je pince un genou et je dis à voix haute, claire et intelligible, « Ah, c'est votre genou qui me donne des coups dans le dos. » Et le gars répond « Ouais, il n'y a pas de place dans ces avions. » Là, la colère monte d'un cran. Je dis « Ça n'est pas mon problème, je voudrais juste voyager tranquille. » Et il me dit « Ouais, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à prendre Air France. » Et je réponds bah, « C'est plutôt vous qui devriez prendre Air France si cet avion n'est pas la taille de vos genoux. » Terminé. Le gars se renfrogne dans son fauteuil, il ne m'a plus embêté du voyage, par contre il s'est vengé sur l'hôtesse, le pauvre, il l'a emmerdé tout le voyage. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y avait un gars à côté de moi, je pense qu'il a attrapé un torticolis à force d'essayer de ne pas me regarder. Et à l'arrivée, au moment de sortir de l'avion, il a fait tomber sa tablette, il s'est dépêché de la remettre avec un air affolé. Voilà, donc mesdames, quand on se met en colère, on s'amuse beaucoup. Et vous voyez, je n'ai pas eu besoin de hurler, j'ai dit trois phrases factuelles, objectives, de « tu ne vas pas m'emmerder tout le voyage ». Sinon, je pense que j'aurais pris des coups de genoux tout le voyage. J'étais pratiquement la seule femme dans un avion d'hommes d'affaires. Donc, dans ces cas-là, on a un peu l'habitude de vivre des choses comme ça. Alors, pour vous dégoûter définitivement de la violence, je voudrais vous parler du piège à ours. Et c'est ce que j'explique aux enfants, aux adolescents, quand je fais des conférences sur la violence dans les collèges. La violence, c'est un piège à ours. Je vous explique comment on piège les ours avec leur colère, avec leur violence, pardon. C'est les Indiens sibériens, je crois que de l'autre côté aussi ils le font, qui ont inventé ce piège à ours. Ils prennent une corde, une grosse pierre ou un gros tronc d'arbre, une grosse bûche de bois. Ils le laissent pendre et sous la pierre, ils mettent une gamelle avec du miel. D'accord ? L'ours, alléché par le miel, repousse la pierre pour lécher le miel et comme il est un peu couillon, il lâche, donc il se reprend la pierre dans la figure. Se croyant attaqué par la pierre, il redonne un coup de patte qui fait que la pierre lui revient dans la figure et l'ours finit assommé. Donc j'explique ça à propos de la violence pour les gens, je leur dis... Quand on se met en colère, quand on fait une crise de rage, bon, c'est après vous avoir expliqué la différence, faut que quand je fais une crise de rage et que je pose un acte violent, je repousse le problème qui me reviendra dans la figure de manière accélérée. Chaque fois que je pose un acte violent, voilà. Et quand je pose un acte violent, je suis aussi bête qu'un ours. Donc ça, les enfants, ils aiment bien parce qu'ils comprennent bien.
Donc je vous laisse tous faire votre examen de conscience, toutes les fois où on était aussi bêtes que des ours, hein, tous autant qu'on est, quand on a mis une fessée à nos enfants, quand on a fait une crise de rage inefficace, etc. Restaurez votre colère et apprenez à gérer la frustration. La frustration, ça se gère par le lâcher-prise. Avec le proverbe bouddhiste bien connu, soit un problème a une solution et je la mets en œuvre, soit le problème n'a pas de solution, ou en tout cas, je n'ai pas la main, et dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Lâcher-prise. Voilà. Alors, le problème de nos émotions refoulées, c'est que ce n'est pas parce qu'on les refoule qu'elles n'existent plus. Hein, c'est logique. Ma colère dans le bac à sable, quand je ne l'ai pas exprimée, elle était quand même là, on m'a quand même piqué mon seau, et qu'est-ce que je fais de ma colère? Eh bien voilà comment nous gérons nos émotions refoulées. On les met dans une grosse marmite sur lesquelles vient se poser un couvercle d'angoisse. L'angoisse, c'est la compression des émotions refoulées. Et plus j'ai d'émotions refoulées, plus je fais de crises d'angoisse, évidemment. Et les crises d'angoisse, c'est quand on vient rajouter une émotion de plus dans une marmite déjà bien pleine. Donc, vous vous rappellerez de ça, quand vous sentez monter l'angoisse, c'est qu'il y a à l'intérieur du dedans une émotion qui vient en résonance avec tout ce qui a été refoulé depuis des années. Plus l'angoisse augmente, plus je vais mettre des briques sur le couvercle pour apaiser mes angoisses. Et en fait, ce qui apaise mes angoisses, c'est tous les comportements de compulsion et d'addiction. Que ce soit la compulsion alimentaire, sexuelle, compulsion d'achat, peu importe, les addictions, le chocolat, la bière, peu importe. Tout ce qui est compulsion, addiction indique que la personne a un énorme couvercle d'angoisse à faire tenir tranquille. Et malheureusement, ça ne suffit pas. On peut aller jusqu'à des états de spasmophilie, tétanie, de paralysie. C'est tout ce qui est agoraphobie, etc., les moments où on ne peut plus passer sous un tunnel ou autre, ça veut dire que là, la dose d'angoisse est dépassée. On m'a amené un jour en séance un jeune pompier de 25 ans qui, depuis 2 ans, n'arrivait plus à sortir de chez lui. 25 ans, depuis 2 ans, dès qu'il passait le pas de la porte de sa maison, il ne pouvait plus conduire, il ne pouvait plus sortir. Des crises d'angoisse terribles, spasmophilie, tétanie, paralysie, il ne pouvait pas passer la porte d'entrée. Et donc on a remonté son histoire. Quand il avait 18 ans, son père est mort brutalement d'une crise cardiaque en été. Donc vous savez, quand on a un décès, première chose, on est dans le déni, dans une espèce de... On flotte, hein, on est sidéré, on ne se rend pas bien compte des choses. C'est comme si la vie avait une carrosserie à déformation progressive pour amortir le choc. Cette période de déni, souvent on se réveille après l'enterrement et tout, on réalise seulement après. Donc ce pauvre gamin perd son père, est dans cette phase de déni, et ses copains, adorables, à 18 ans, lui disent « Ouais, tu vas pas rester tout seul comme un con en ville, viens avec nous, on part en vacances, ça te changera les idées. » Et encore dans cette espèce de flottement, il dit « Oui, bonne idée, pourquoi pas ?» Donc il est parti en camping avec des garçons de 18 ans, et puis un soir, il avait une fille sur les genoux, une bière dans une main, une clope dans l'autre, et il a réalisé que son père était mort 15 jours plus tôt. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais ça va pas, mais je ne devrais pas être là, brusquement. Il ne s'était pas pardonné d'avoir été joyeux en camping, à faire la fête avec ses potes, alors que son père venait de mourir. Il n'a pas du tout compris le mécanisme. Il a développé une telle culpabilité qu'il n'a pas pu enclencher de l'œil. Et donc c'est monté, jusqu'à le bloquer complètement. Donc on a dû ensemble relancer le processus de deuil, pardonner aux gamins de 18 ans de ne pas avoir su faire mieux et de s'être fait embarquer par ses potes qui eux-mêmes étaient de bonne volonté, mais c'était totalement inadéquat. Et il a pu repartir dans la vie. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc maintenant aussi, si vous faites des crises d'angoisse, quelle est l'émotion qui pousse sous le couvercle et que je n'ai pas le droit d'exprimer, je n'ai pas de ressentir? Ça va jusque-là? C'est bien clair? Allez, donc je vais vous expliquer ce qui est dans le chaudron. Tout ce qui est dans le chaudron ne disparaît pas pour autant, et pour pas que le chaudron explose, on a un petit système un peu comme un sifflet de cocotte minute qu'on a appelé en analyse transactionnelle la collection de timbres, et ça fonctionne exactement comme nos collections de timbres.
Par exemple, je suis une vraie fille, donc abonnée à la colère refoulée. À chaque fois que je refoule une colère, j'ai droit à un bon point. Donc ça commence le matin, je sors de chez moi, je vais pour monter dans ma voiture. Mon imbécile de voisin s'est encore garé trop près de ma voiture. Donc je vais essuyer les 2 carrosseries avec mon manteau pour rentrer dans ma voiture, mais on ne va pas se fâcher entre voisins. Je vais encore passer pour une hystérique et une emmerdeuse. Hop, je colle un point et je monte dans ma voiture. J'arrive au bureau, le dernier qui est parti hier soir n'a pas éteint la lumière, c'est nous qu'on paye l'électricité. Mais bon, on ne va pas se disputer entre collègues. Pof, je colle un 2e point. Premier rendez-vous de la journée, lapin. Oh, ça vaut 2 points. Voilà. Etc., etc. Donc je remplis scrupuleusement ma carte parce que je suis une vraie femme qui ne se met pas en colère. Je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Quand j'ai rempli ma carte, j'ai droit à une émotion bonus. Dommage pour celui qui colle le dernier timbre. Ah. Donc c'est mon collègue qui passe la tête dans la porte de mon bureau et qui dit « Christelle, t'aurais pas un trombone ?» Dommage pour lui. « Ouais, j'en ai marre, personne ne me respecte ici, c'est pas marqué épicerie de nuit, etc. » Et donc mon collègue referme la porte en disant « Oups, Christelle a ses règles. » Voilà. Et donc, on fait tout ça avec les émotions qui nous sont interdites. Ce qui est intéressant, c'est que moi, quand il a fermé la porte, comme j'ai écoulé ma carte fidélité, que je sais que ma colère a été inadéquate, disproportionnée et que ce n'est pas la bonne personne qui a pris tout mon ressentiment, je me renforce dans l'idée que la colère, c'est pas bien. Et donc, je me confirme qu'il faut que je refoule et donc, je recommence une carte fidélité. Alors, les cartes fidélité, ça marche exactement comme tout ce qu'on peut faire dans nos magasins, on gagne des points, etc. Vous avez des cartes fidélité qui peuvent être soit nominatives, soit collectives. Là, je vous ai fait une carte de fidélité collective, mais je peux faire des cartes de fidélité nominatives. Attention, toi, tu as déjà 3 points, toi, tu en as 5, hein, et toi, là-bas, attention, parce que la carte, elle est presque pleine. Voilà, je peux faire comme ça. Je peux mettre toutes mes émotions sur la carte. D'accord ? Ou bien une carte par émotion. Vous voyez, c'est très varié, on peut faire les choses. Vous savez qu'avec les cartes de fidélité, il y a des gens qui aiment bien les remplir vite pour avoir vite un petit cadeau et d'autres qui qui accumulent bien pour avoir des gros cadeaux. Si vous voyez un fait divers, elle assassine son mari avec un couteau à huître parce qu'il a dit que la soupe n'était pas assez salée. Vous voyez, wow, jolie carte. Donc c'est vraiment important de voir ça. Alors il y a des cartes, je suis abonnée, là je vous ai fait la carte d'abonnement à la colère. La carte d'abonnement à la tristesse, c'est pareil, je refoule toutes mes tristesses, puis un jour je vais voir un psy en disant je ne comprends pas, mon chat est mort, ça fait 3 mois que je pleure, que j'arrive plus à m'arrêter. Oui, la mort du chat, c'était le bon cadeau qui me permet d'évacuer un certain nombre d'autres tristesses. La peur. Alors ça, c'était très drôle. J'ai un de mes amis qui est un abonné à la peur, mais alors lui, un vrai mec, quoi. Et il fait beaucoup de montagnes et il est toujours dans le déni de son vertige et de la dangerosité de la montagne. Et un jour, il m'a raconté, il s'est retrouvé sur un petit passage, vous savez, la montagne comme ça, le petit chemin est comme ça. Donc le petit chemin vraiment très étroit et avec un vide d'un côté et une paroi de l'autre. Et il dit qu'il s'est retrouvé tétanisé. Il a été obligé de faire le petit passage à 4 pattes, en avançant une patte, l'autre, respirer, avancer une patte, l'autre. Il dit, j'avais tellement le vertige, tellement peur, que j'ai même pas pu attraper mon téléphone dans mon sac, parce que rien que de retirer une patte, c'était impossible, sinon j'aurais appelé les secours, tellement ça allait pas. Donc il a mis à peu près 2 heures à traverser ce truc-là, patte sur patte, en soufflant, etc. Arrivé de l'autre côté, il me dit « Ouais, je me sentais triomphant, j'avais triomphé du danger et tout. J'étais enfin dans l'herbe, en sécurité. » Et puis il y a des gens qui sont arrivés par le chemin en discutant, Donc il a vu à quel point sa peur avait été disproportionnée par rapport au chemin. Donc là, c'est pareil. Depuis le temps qu'il niait ses peurs,
et ben là, à un moment donné, il n'a plus pu faire face. Alors, pour la petite histoire, c'est un gars aussi, à chaque fois que je suis en voiture avec lui, je trouve qu'il colle beaucoup les voitures devant. Je lui ai déjà dit, hein, en voiture avec lui, je serre les fesses, je lui ai déjà dit. Et puis, ben, il a fini par se prendre un bus. Hein. Le bus a pilé, ben, il lui est entré dedans. Voilà. Voilà. Alors là, j'espère qu'après, il fera attention à ses peurs. Donc, abonné à la colère, abonné à la tristesse, abonné à la colère, je reprends colère, tristesse, peur, refoulée. Figurez-vous qu'on peut aussi faire collection de timbres dorés. Et c'est là aussi, vous allez être content d'être venu aujourd'hui. Les timbres dorés, c'est je dois accumuler énormément de frustration pour avoir droit à un peu de joie. Et comment on reconnaît un collectionneur de timbres dorés? C'est la personne qui dit « j'ai bien mérité ». Ah, j'ai bien mérité un petit apéro. Ah, j'ai bien mérité une petite glace. Oh, ben, j'ai bien mérité de m'acheter une petite robe. Oh, ben, j'ai bien mérité ces petites vacances. J'ai bien mérité. Si vous avez le « j'ai bien mérité » à la bouche, vous êtes un collectionneur de timbres dorés. C'est pas bon pour le bonheur, ça. C'est pas bon pour le bonheur. Donc, on va mettre ça à la poubelle tout de suite. Vous ne méritez rien. Voilà. On n'a rien à mériter, on a juste à vivre. Si j'ai envie d'une glace, je mange une glace, j'ai des comptes à rendre à personne. Si j'ai envie de prendre 2 jours de vacances, je ne commets pas un crime, je prends 2 jours de vacances, je n'ai rien à faire pour mériter ma glace. Et alors vous voyez en plus comment ça peut rendre compulsif. Si à chaque fois que j'ai bien travaillé, je mérite une glace, je vais... Voilà. Donc vous ne méritez rien, vous choisissez. Si vous avez envie, faites. Si vous n'avez pas envie, faites pas. Mais n'êtes pas dans ce deal permanent de vous obliger à mériter pour avoir. On est d'accord? Voilà. Donc, ce qui est très bizarre quand même, hein, c'est que alors que nous sommes tout le temps en train de refouler nos émotions saines, naturelles, nous sommes en parallèle en quête d'émotions fortes. Tous les humains sont en quête d'émotions fortes. L'art, c'est pour nous donner de l'émotion. Quand je vais à un concert, j'espère bien en ressortir en étant exalté, nourri, etc. Quand je vais voir une pièce de théâtre, c'est pareil, c'est pour vivre par procuration, hein, l'effet catharsis, les émotions de... Oui, je surveille, merci. Non, mais c'est important, je ne vais pas vous prendre en otage non plus. Donc l'art, ça sert à nous donner des émotions. Le cinéma, ce n'est que ça. On ne va au cinéma que pour avoir des émotions, point. Dans le sport aussi, il y a beaucoup de sports où quand on regarde un match de tennis ou un match de foot ou une compétition de golf, c'est parce que ça nous procure des émotions. On voit la baballe, hein, qu'elle soit de golf, de tennis ou de foot, on voit la petite baballe et est-ce qu'elle va y aller, voilà. J'allais dire une bêtise. Bon, allez, je vous la partage. Vous avez vu qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, la taille de la balle rétrécit. Comment ça écoute? Voilà. On finit au golf avec des balles comme ça. Voilà. Donc, on fait des manèges à sensations pour avoir des sensations et on fait des sports extrêmes, comme je vous ai mis un saut en élastique, parce qu'on se sent vide quand on n'a pas d'émotion. De l'intérêt de réhabiliter nos émotions saines et naturelles, parce que l'émotion, c'est la vie, tout simplement, c'est la vie. Donc quand on a compris ça, on réaccueille ces émotions avec beaucoup de plaisir. Parce que j'espère que vous l'avez compris à ce stade de la conférence, nos émotions sont nos guides et nos amis. Voilà. Si on le ressent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc toutes les émotions ont leur utilité, nous l'avons vu, la joie, la colère, la tristesse, la peur ont leur utilité. Et donc il n'y a seulement des émotions qui vont être adaptées à la situation.
Est-ce que c'est normal de pleurer comme une madeleine parce que quelqu'un m'a piqué ma place de parking? Non, j'aurais dû aller lui casser la figure. Voilà. À la situation, au moment, en intensité, en durée. Est-ce que c'est la bonne émotion? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne intensité? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans une émotion de cette intensité-là pour cet événement-là? Si l'émotion est disproportionnée, c'est parce qu'elle est en résonance avec le chaudron, toujours. Et en durée. Normalement, une émotion, elle vient en nous, elle nous délivre le message, et une fois qu'on en a tenu compte, elle s'apaise. Par exemple, j'ai très peur, quel est le danger? Si je mets en place la bonne protection, le danger s'apaise. Si j'ai très peur parce que c'est une nouveauté, dès que j'ai ce qu'il faut comme information, ma peur s'apaise aussi. Ma colère, si j'ai défendu mon territoire, elle s'apaise instantanément. La tristesse, c'est plus long. On considère qu'un processus de deuil, il y a des hauts, des bas, ça revient par vagues, etc. Donc, pour ceux qui ont perdu un être cher, un deuil, c'est 1 an, minimum. Minimum 1 an. Parce qu'il faut faire tout le tour du calendrier, avec toutes les dates qui nous concernent. Donc, date de sa mort, et puis le premier sans lui, premier anniversaire, premier Noël, premier printemps, je ne sais pas, première fois que je fête mon anniversaire sans lui, première fois que je pars en vacances sans lui, première fois. Ça s'intensifie à l'anniversaire de sa mort, et ensuite, d'année en année, ça s'apaise. Mais la première année, on aura des moments de tristesse intenses à chaque fois qu'on passera ces dates anniversaires qui sont les nôtres. Donc, vous voyez, les médecins généralistes qui disent que si vous pleurez encore votre mère 3 mois après son décès, c'est pas normal, il faut des antidépresseurs, ils n'ont rien compris au deuil. Un deuil, c'est long, il faut accueillir à chaque fois. Bah oui, effectivement, pourquoi brusquement je repense à lui, je suis triste? Bah oui, à cette époque-là, nous, et voilà. Et donc voilà, donc en durée, laissez-vous le temps de faire vos deuils, ça c'est ok que ce soit long. Mais normalement, une peur, dès qu'on l'a prise en compte et qu'on a mis la protection, elle s'apaise. Une colère, dès qu'on a défendu son territoire, elle s'apaise. Et quand on gère ces émotions comme ça, du coup, on va pouvoir laisser la place à la joie de vivre. Il faut que vos émotions soient exprimées de façon authentique et formulées à la première personne du singulier. Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur, et non pas tu me fais peur, tu me mets en colère, le tu qui tue de Jacques Salomé, et revendiquer vos ressentis. Parce que je vais dire je suis en colère, mais non, tu n'as pas de raison d'être en colère, qu'est-ce que tu en sais? Tu es à l'intérieur là, C'est comme si quand je vous dis j'ai mal, vous me disiez mais non, tu n'as pas mal, qu'est-ce qu'on en sait? Revendiquer vos ressentis. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'avoir peur. Et on a tous vécu avec un tel déni de notre droit à l'émotion qu'il va falloir maintenant le revendiquer haut et fort pour que les gens nous fichent la paix. Donc, une fois qu'on a fait ce beau travail-là, alors vous pouvez aussi trouver un hypnothérapeute avec qui aller vider le chaudron, ça fait toujours du bien. Vider le chaudron d'émotions, de tout, renoncer à toutes vos cartes fidélité, vider le chaudron, on repart, on est allégé et on peut repartir avec une gestion des émotions beaucoup plus saine. Parce que quand on a compris à quel point nos émotions sont importantes, quand on est en contact avec elles, alors la joie peut circuler librement, en abondance dans nos vies. Et alors, qu'est-ce que c'est être joyeux? C'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on a pu vous dire. La première chose, quand je suis joyeuse, je respire. La plupart d'entre nous vivent en apnée. On vit en apnée. Et c'est logique, ça vient de toutes les maltraitances qu'on a reçues. L'apnée est un antidouleur. Par exemple, si vous me donnez un coup de pied dans le tibia, premier réflexe, je vais faire et je vais bloquer ma respiration. Donc, toutes les maltraitances physiques, psychologiques qu'on a reçues nous amènent à vivre en apnée. Donc déjà, on respire, les sophrologues dans la salle diront « ouais, ça y est », voilà, respirez, la cohérence cardiaque, tout ce que vous pouvez respirer. Plus je respire, qu'est-ce qui se passe? Plus je nettoie mes 5 sens qui deviennent disponibles pour de l'information. Et après, je remplis mes 5 sens d'informations plaisantes. Je mets des jolies choses devant mes yeux, des jolis sons dans mes oreilles, je me donne des sensations agréables, gustatives, olfactives. Plus je remplis mes 5 sens d'informations plaisantes, plus je vais ressentir de la joie au quotidien.
Et après, je fais le plein de bons moments. Tous les bons moments qui passent à ma portée, je m'en nourris. Et en fait, plus je respire, plus je m'autorise à accueillir la vie par mes 5 sens, plus je me sens vivante. On est né pour être vivant, born to be alive. Ça paraît assez logique. Et le bonheur, pour moi, c'est la capacité qu'on a de remplir son quotidien de grains de bons moments pour se faire une plage de bonheur. C'est aussi simple que ça et ça demande en même temps un travail permanent. Il y a un oiseau qui chante dans l'arbre, écoutez-le chanter. Ça sent bon les fleurs, faites 2 pas en arrière pour ressentir un petit coup les fleurs en passant. Tout ce que je remplis mes 5 sens d'informations agréables me remplit de joie. Et puis après, alors il y a l'amour, il y a le partage, il y a le rire, tout ça qui vient. Mais la base, c'est respirer, nettoyer mes sens pour qu'ils soient vraiment en position de recevoir toute la joie qui est à ma disposition. Et voilà. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.